Alors c'est donc ici, à l'aube, le 6 juin 1944, il y a 80 ans, que les Américains ont débarqué. Quand on lui demandait pourquoi il n'assistait pas aux commémorations, il disait « La France a été traitée comme un paillasson ». Deux films ont popularisé le D-Day en contribuant à lui conférer le statut de mythe fondateur de la Seconde Guerre mondiale. Le jour le plus long et il faut sauver le soldat Ryan. Parce que moi, le premier bonbon que j'ai mangé, c'est eux qui me l'ont donné. Oui. La première tablette Ah de oui, puis les chocolat, Américains. c'est eux qui me l'ont donné. D'amener des moyens économiques de développement contrôlés par les Américains et qui permettaient d'imposer, je dirais, la Pax Americana ou les valeurs américaines sur l'Europe et donc de la vassaliser. C'était ça le plan Marshall. Les Américains ont passé leur temps à dire que ce qu'ils faisaient n'existait pas. Et les Soviétiques n'ont jamais nié avoir un KGB performant, aujourd'hui un FSB, alors que les Américains, si. Bien sûr. C'est la grande différence. Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la sortie de notre nouveau documentaire L'ami américain, disponible dès ce soir, dès maintenant, sur l'application Omerta, un documentaire qui sort au milieu d'une actualité américaine très chargée, avec des élections américaines dans maintenant moins de 3 semaines qui opposeront Donald Trump à Kamala Harris. Donald Trump d'ailleurs qui est à la une de notre dernier magazine, Trump, l'Empire contre-attaque, disponible dans 5000 kiosques partout en France et sur omertamedia.fr. Pour parler de ce documentaire, pour parler du documentaire L'ami américain, je suis avec Régis Le Sommier, le directeur de la rédaction qui réalise aussi ce documentaire. Bonjour Régis. Bonjour Rémi. Alors, je le disais en introduction, ce documentaire sort au milieu d'une actualité américaine très chargée qui va voir Donald Trump et Kamala Harris s'affronter dans le cadre des élections américaines. Oui, tout à fait. Élection, alors vous me direz, on dit ça à chaque fois, c'est l'élection la plus importante de tous les temps. Bon, il est clair que quand on regarde ce qui se préfigure, les positions de Donald Trump, notamment à l'international, et celle de Kamala Harris, on est dans deux visions très différentes qui risquent de bouleverser en effet les équilibres et de changer un petit peu la face du monde. Donc oui, il y a des enjeux qui vont nous affecter nous, d'où l'intérêt finalement de se pencher sur le regard qu'on peut avoir sur les États-Unis, à la fois à travers ce magazine que vous avez évoqué, mais qui revient largement sur les ingérences ou les influences américaines en France. Il n'y a pas que la question de ces élections et des enjeux qui concernent ces élections. Et puis ce documentaire, L'ami américain, qui part d'un constat, si vous voulez, que depuis qu'on est tout petit, enfin moi depuis que je suis en âge de comprendre, on m'explique que la relation entre les Américains et les Français, c'est une relation qui coule de source, un petit peu dans laquelle nous, on serait le vieux continent, avec la culture, avec une certaine épaisseur historique, et que eux seraient le nouveau monde, mais qui serait notre progéniture quelque part. Ils sont d'ailleurs composés d'Européens, majoritairement les Américains, même si aujourd'hui il y a les Latinos et il y a d'autres groupes qui sont venus constituer l'édifice. Mais de tout temps, on a toujours expliqué que les États-Unis, c'était un petit peu nous, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en plus grand, plus efficace, peut-être avec aussi un regard croisé, c'est-à-dire on les a aidés, nous, Français, avec Lafayette. On est intervenu pour qu'ils aient leur indépendance contre l'Angleterre. Et puis eux, quelque part, seraient venus nous rendre la monnaie de notre pièce en libérant la France. Cette vision des choses, elle a toujours dominé l'enseignement de la relation franco-américaine depuis, moi je vous dis, je suis en âge de comprendre. Justement, ces relations franco-américaines, qu'est-ce qui pourrait changer ou pas si par exemple Donald Trump venait à être
élu et si Kamala Harris venait à être élue? Alors, dans un cas comme dans l'autre, on sent bien que la question du désintérêt des Américains vis-à-vis de l'Europe est manifeste. Si Kamala Harris l'emporte, on va rester sur la politique de Biden, c'est-à-dire politique d'intervention à l'étranger, politique qui a consisté, après l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine, à fournir des armes et de l'assistance aux Ukrainiens. Donc un prolongement de la guerre, tout en ayant quand même de la part des Américains une conscience qu'il va bien falloir à un moment qu'on se mette à la table des négociations avec les Russes. C'est-à-dire que les Américains sont allés au bout d'un processus, à mon sens, qui consistait à tenter d'abord d'affaiblir la Russie, ensuite, voyant qu'ils n'y arrivaient pas, en essayant de voir jusqu'où on pouvait aller pour défendre l'Ukraine, en lui donnant un minimum pour survivre, mais certainement pas ce qu'il faut pour gagner. Donc partant de ce constat, les Américains ont aussi, à la faveur de cette guerre, permis, alors est-ce que c'est eux qui en sont les responsables, est-ce que ce sont les Ukrainiens? Il y a encore un doute, mais le plasticage du pipeline Nord Stream a été un tournant fondamental qui a permis aux États-Unis de récupérer sous sa coupelle les pays européens, l'Union européenne et en particulier l'Allemagne. Avant, l'Allemagne étant reliée par ce câble aux hydrocarbures russes, pouvait échapper à la domination américaine et faire du business avec le grand rival. Donc là, actuellement, je pense que les Américains ont obtenu satisfaction, ils ont revassalisé l'Europe, on parlera de la vassalisation avec le documentaire L'ami américain tout de suite, mais si vous voulez, donc là, du point de vue des Américains, que ce soit Trump ou Harris, on va arriver vers une fin de guerre. Simplement avec Trump, elle est affichée. Et cette fin de guerre, elle s'appuie sur une particularité du candidat Donald Trump, c'est un président qui a déjà été en mandat et qui, pendant les 4 ans de sa mandature, n'a déclenché aucune guerre. Ce qui est extrêmement rare, on a du mal à le réaliser, pour un président américain. La plupart des présidents américains, dans l'exercice de leurs fonctions, ont déclenché des guerres. Donald Trump, non. Donc il a cette image pacifiste, il l'assume. Va-t-il appuyer également ou revigorer les accords d'Abraham pour faire en sorte d'obtenir la paix au Moyen-Orient? C'est aussi une des possibilités. Donc on a un candidat de la paix d'un côté et un candidat pour la poursuite d'une guerre jusqu'à un certain moment. De toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses vont changer et ça veut dire qu'effectivement, pour nous Européens, on va assister quand même à un début flagrant, une poursuite flagrante, on va dire, mais encore plus affirmée, d'un désintérêt des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Ceci étant plus attiré évidemment vers l'Asie et la zone sud-pacifique. Juste avant de revenir sur ce documentaire, L'ami américain, vous parliez de Donald Trump, et Donald Trump pourtant est un profil décrié. Ça veut dire quoi? Que les États-Unis ne regardent qu'à l'intérieur de leurs frontières et pas à l'extérieur? Les États-Unis ont toujours eu cette tentation isolationniste dans leur histoire. Je parle des Américains, pardon, je précise. Oui, l'Américain a toujours eu l'idée, n'a jamais réussi complètement à trancher sur savoir s'il devait intervenir dans le monde pour régler des problèmes, soit se désintéresser du monde pour régler ses propres problèmes à lui. Il semble que la donne isolationniste aujourd'hui est plutôt le vent en poupe. Il faut considérer qu'on hérite aux États-Unis quand même de deux guerres qui ont été extrêmement longues, qui ont été l'Irak et l'Afghanistan. C'est des guerres qui se sont étalées depuis 2001 et duquel les États-Unis sont à peu près sortis, mais pas complètement. Et de ce constat qu'on ne pouvait pas gagner ces guerres longues, les États-Unis sont de plus en plus frileux à l'intervention directe en cas de conflit. On le voit très bien avec l'Ukraine. La question d'envoyer des troupes américaines a été, résolue en se disant on va utiliser les Ukrainiens à notre place. C'est un peu le calcul qui a été fait pour ne pas avoir à envoyer de troupes, parce que l'opinion publique américaine est extrêmement réticente aux grandes interventions. Donc on peut dire qu'on a changé d'air, on n'est plus dans l'optique où les États-Unis interviennent militairement à l'étranger, et donc on a quelque part changé d'époque. Alors,
Pour en revenir au documentaire, l'ami américain, pardon, il vient compléter le magazine qui tourne autour de Donald Trump et de l'Amérique Empire. Là, vous focalisez sur les ingérences américaines. Oui, alors les ingérences, je m'interroge surtout sur la relation franco-américaine. En fait, l'ami américain, ça vient... ce qui m'a donné le titre, c'est un livre d'ailleurs d'Éric Branca qui est interviewé dans ce documentaire. Livre passionnant qui revisite justement les relations entre la France et les États-Unis depuis la fin de la guerre jusqu'en 1967 à peu près. Nous, on va plus loin. Dans le documentaire, c'est des relations, enfin ce qu'explore Branca globalement, c'est la relation entre De Gaulle et les États-Unis. On se rend compte qu'en gros, les États-Unis et De Gaulle n'ont jamais fonctionné ensemble. Il y a toujours eu un antagonisme, il y a toujours eu une réticence de la part des Français autour du général de Gaulle à travers le courant gaulliste. Il y a toujours eu une volonté de résister aux États-Unis. Alors c'est intéressant parce que il y a des choses toutes bêtes. On se rend compte par exemple que De Gaulle n'a jamais assisté aux commémorations du débarquement le 6 juin sur les plages. Ce qui est quelque chose dont on ne parlait pas. C'est un fait qui n'a pas été rappelé, par exemple, au moment des 80 ans, en juin dernier. On n'a pas dit le général de Gaulle n'est jamais venu, comme Emmanuel Macron, accueillir les chefs d'État étrangers et commémorer le sacrifice des Américains sur la plage d'Omaha. Il n'a jamais fait ça. Et il a expliqué pourquoi, on donne les citations, parce qu'il estime que la France, selon ses termes, a été traité comme un paillasson, que s'il n'était pas intervenu, eh bien, les États-Unis auraient transformé cette France en protectorat, voulant introduire une monnaie, une sorte de dollar français, dont d'ailleurs le taux était inférieur, le taux d'échange était inférieur au même dollar d'occupation qu'ils ont introduit en Allemagne. Ça veut dire qu'on était traité encore moins bien que l'Allemagne. Et donc face à ça, il y a eu un personnage, le général de Gaulle, qui, avec la complicité des chefs de la résistance, a nommé des préfets et a fait en sorte que l'AMGOT, American Government... L'AMGOT, c'est-à-dire l'entité qui avait été créée pour les États-Unis pour gouverner les territoires occupés, eh bien, n'est pas la main mise sur la France et en particulier sur la reconstruction des villes françaises. Donc on se rend compte qu'en fait, tout ce qui se passe autour de De Gaulle est en fait une opposition systématique quasiment dans ses discours sur la décolonisation, où les États-Unis viennent nous mettre des bâtons dans les roues, que même en Indochine, le passage entre les États-Unis qui interviennent et la France qui quitte l'Indochine ne se fait pas du tout, c'est pas les États-Unis qui prennent pour venir s'occuper, affronter le communisme, c'est un contexte totalement différent où les États-Unis jouent quasiment systématiquement contre les puissances coloniales et en particulier contre la France. Donc en fait, on se rend compte qu'à chaque moment de l'histoire du général de Gaulle, il y a une opposition avec les États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que je pense que je prends un exemple incroyable, cité d'ailleurs par Éric Branca, en 1944, au moment où les Américains, avec les Alliés, ont libéré la France, ils s'interrogent pour mettre en place un gouvernement transitoire. Et les États-Unis proposent qu'à la tête de ce gouvernement transitoire, on trouve Pierre Laval. Pierre Laval, le ministre du maréchal Pétain, qui a dit en 1942 « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Ce même Pierre Laval est empêché, on va dire, d'être incorporé dans le projet américain, simplement parce que les Allemands l'embarquent avec eux quand il quitte la France, et il va séjourner à Sigmaringen, et ensuite il sera arrêté. Mais si vous voulez, les Américains vont jusqu'à penser mettre une figure de la collaboration dans un gouvernement de transition en France. Et tout ça est avéré. Et donc on se rend compte que finalement, et on va venir sur la question de l'entrisme et sur la question de l'influence, c'est que les États-Unis ont une vision particulière de la France et que la France est considérée à chaque fois comme un vassal. Deuxième exemple, le plan Marshall extrêmement bien apprécié au moment où il arrive en Europe, c'est-à-dire ce plan d'aide à la reconstruction de l'Europe qui est complètement en ruine. Il va servir à refaire les routes, il va servir à remonter les immeubles dans les villes détruites, Le Havre, Caen, toutes ces villes qui ont extrêmement souffert de l'épisode guerrier de la libération. Eh bien, les États-Unis vont donner de l'argent à l'Europe. Mais en même temps,
ils vont importer en Europe le mode de vie américain. Je cite d'ailleurs le PDG de Coca-Cola qui expliquait que quand on buvait du Coca-Cola, il y avait à l'intérieur de chaque bouteille l'essence du capitalisme. Donc on est dans une démarche déjà d'affrontement de guerre froide, de civilisation contre civilisation, le communisme d'un côté et l'Ouest, la liberté de l'autre. Donc on est déjà dans une vision philosophique très précise. Et donc les États-Unis, dans cette construction, finalement, nous perçoivent comme des vassaux. C'est très intéressant d'ailleurs de rappeler que le nom de l'opération militaire qui est le D-Day, le jour J, c'était l'opération Overlord. Overlord en anglais, c'était jamais traduit. Je me souviens, moi, à l'époque où on nous enseignait le débarquement quand on était petit, Overlord, ça veut dire suzerain. Suzerain, s'il y a suzerain, il y a vassaux. Voilà. Et donc, les États-Unis, finalement, on s'en rend compte à travers ce documentaire, et c'est l'intérêt de ce documentaire, nous ont toujours perçus, parfois dans une relation, parfois avec amitié, mais si vous voulez, dans une optique de domination. Voilà. Permettez-moi l'expression, c'est une relation un peu ami-ennemi. Ami-ennemi, tout à fait. Alors avec De Gaulle, ça s'applique parfaitement avec De Gaulle. Avec le reste de la France, c'est un peu différent, parce que les États-Unis, on s'en rend compte à travers le livre d'Éric Branca et à travers le documentaire, ont participé, ont littéralement, on va dire corrompu, mais en tout cas donné de l'argent à toutes les formations de gauche comme de droite qui étaient anti-gaullistes dans la 4e République. Que ça aille d'Antoine Pinet à Daniel Cohn-Bendit, les diplomates américains, et c'est dans les archives dont Éric Branca parle, qu'il a consulté lui-même à Washington, dans ces archives où les États-Unis avouent, reconnaissent, écrivent ce que faisaient, quelles étaient les activités de leurs diplomates, eh bien leurs diplomates avaient pour objectif de s'acheter les faveurs des partis politiques à condition qu'il fût anti-gaulliste. C'est ça, c'est là où on découvre une vision de l'histoire. Et à travers ce docu, j'espère qu'il est court, mais on en saisit. La substance va dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'intervention et sur notre relation et sur les amitiés franco-américaines. Elles existent, mais regardez de façon un peu plus critique cette relation, et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi il existe en France un courant atlantiste ultra puissant encore, qui irrigue tous les partis politiques, du RN jusqu'à presque, on va pas dire l'extrême gauche, mais enfin en tout cas la gauche, Glucksmann par exemple, et que ce courant atlantiste, eh bien il est extrêmement présent encore aujourd'hui, alors que finalement sa raison d'être, elle est relativement minime. Elle est faite parce que les États-Unis ont placé des pions, parce que les États-Unis ont une politique précise vis-à-vis de nous, à travers des institutions comme les Young Leaders, à travers un repérage systématique des élites de la France pour les amener dans le giron américain. Et Emmanuel Macron en est un exemple, par exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, on se rend compte de ça. Et le documentaire est là pour réaliser que notre relation avec les Américains n'est pas neutre et que la relation qu'ils entretiennent avec nous n'est pas neutre non plus. On fait partie d'un édifice, d'une Amérique Empire qui a ses dominions et nous sommes un des dominions. Donc, ce que vous expliquez, c'est que les États-Unis, finalement, gangrènent les instances et ont une influence sur la politique intérieure de la France. Totalement. Alors après, il y a des rebelles, les plus majestueux, ceux qui se sont levés avec le plus de panache sont Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Le discours 2003, février 2003 à l'ONU, ce vieux continent qui a connu la guerre, les mots de Villepin à la tribune de l'ONU qui rappellent à cette jeune nation américaine qui va s'engager dans la guerre en Irak que tout le coût de la guerre, nous on le connaît, eux le connaissent aussi, mais pas sur leur territoire. Nous on l'a connu chez nous, dans notre chair. Alors les Américains sont venus nous libérer, mais là ils allaient envahir l'Irak. Force est de constater que nous avons eu raison à 100%. L'invasion américaine de l'Irak a déstabilisé la région et quelque part créé un précédent qui a fait que d'autres pays se sont comportés comme des États voyous à la suite, parce que les Américains se sont comportés en Irak comme un État voyou. Et donc là, il y a eu en France ce sursaut et cette manière de montrer que non, on n'était pas d'accord. On aimerait que sur d'autres dossiers,
tant sur l'Ukraine que peut-être sur Gaza aussi, même si on sent que la marge de manœuvre est très étroite, la France puisse continuer et puisse à nouveau peser sur des décisions à l'international, comme elle a pu le faire pendant la guerre en Irak. Alors, vous l'avez dit, dans ce documentaire, on retrouve Éric Branca, on retrouve qui d'autre ? On retrouve également Alain Juillet qui nous raconte par le menu ce qu'il a vécu, lui, à l'époque du 11 septembre dans les relations franco-américaines, qui revient aussi sur la genèse du plan Marshall, les intentions derrière. Alain Juillet, ancien de la DGSE. On trouve Pierre Conessa également. On a aussi des témoignages très émouvants de dockers du Havre, de vieux dockers qui ont vu leur ville bombardée par les Anglo-Américains à la fin de la guerre, qui nous racontent l'occupation aussi, qui nous racontent comment ils ont perçu les Américains, parce qu'il y avait du positif. Ils nous disent, le premier morceau de pain blanc que j'ai mangé, c'est les Américains qui me l'ont donné. Le premier stylo à billes que j'ai vu dans ma vie. Donc il y avait un apport civilisationnel des Américains au niveau de la consommation, on va le dire plutôt. Et donc on explore tout ça et on explore cette relation compliquée, beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer à la surface, beaucoup plus... si vous voulez, les Américains et De Gaulle partageaient ce point de vue. De Gaulle disait « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Les États-Unis n'ont cessé de démontrer à travers leur histoire qu'ils appliquaient strictement ce précepte. Les États-Unis n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. C'est comme ça qu'il faut comprendre les États-Unis avant. Ensuite, on peut très bien avoir d'excellentes relations avec les États-Unis. Moi, j'en suis un pur produit. C'est le pays que je considère peut-être comme ma deuxième patrie. Et donc, voilà, je continuerai à y aller, à y vivre dès que je le pourrai. Voilà, c'est un pays que j'aime profondément. Mais il faut être bien conscient de cette relation. Et l'intérêt de ce documentaire, justement, c'est précisément de rappeler ces choses-là, un petit peu sur l'angélisme souvent professé dans les médias et par certains politiques, pour nous de remettre l'église au milieu du village. Et juste rapidement, sans trop en dévoiler, Pierre Conessa qui parle de l'influence du cinéma américain. Absolument. Alors Pierre Conessa s'intéresse juste simplement, puisque le documentaire démarre à Omaha Beach, sur la plage d'Omaha Beach, où on ne peut qu'être extrêmement ému en regardant ces vagues et en imaginant ce qui a pu, cette mer, ce ressac qui arrive avec ce sable, et d'imaginer ce qui a pu se passer il y a 80 ans, des quelques 2500 soldats américains qui sont morts à cet endroit. Pierre Conessa va explorer ce qui a été fait du débarquement, et notamment cette mise en fresque hollywoodienne qui a changé l'histoire, qui a fait du débarquement quelque part l'alpha et l'oméga de la Seconde Guerre mondiale, en éclipsant d'autres épisodes comme la bataille des Ardennes et même comme Stalingrad. Dans le grand combat mémoriel que se livrent les États-Unis et la Russie, Stalingrad a été largement éclipsé par le débarquement. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour nous avoir présenté ce documentaire L'ami américain, que vous pouvez retrouver dès à présent sur l'application Omerta. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à cette application Omerta. Ça se passe sur l'App Store et sur Google Play. Ça se passe également sur notre site www.omertamedia.fr. Sur notre site internet omertamedia.fr, vous pouvez aussi retrouver notre magazine Trump, l'Empire contre-attaque. Vous pouvez également vous le procurer dans 5000 kiosques partout en France. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner. À très vite.